Salut tout le monde, je m'appelle Louis Dumas, puis je suis super content de vous présenter un nouvel épisode du podcast Les Têtes Creuses. Enregistré au groupe Chat Studio, puis aujourd'hui, je m'avais oublié de plugger le groupe Chat Studio, je me serais senti mal. Aujourd'hui, j'ai reçu un invité que j'ai vu hier soir même en show, puis pour vrai, quel show, mesdames et messieurs, Radicalis! Oui, c'est moi. Ah. Bonjour, merci Louis, merci de me recevoir. J'étais stressée hier. Tu sais, tu m'as dit, viens, veux-tu venir à un podcast? Tout ça, j'étais là, ouais. En plus, je fais tout le temps des jokes que les gars humoristes, ils ont des podcasts humoristiques, puis ils m'invitent jamais, tu sais. Puis là, je suis invitée, puis j'en suis honorée. Mais là, hier, t'étais comme, OK, on se voit demain, puis tout. Puis j'étais là, oh my God, je m'en vais à un... Tu sais, comme c'est devenu vrai, là, tu sais, quand on s'est croisés. Mais hier, ça a été toute une aventure, là. Pour les gens à la maison, c'était la première du Snowflake Comedy Club, qui est notre soirée d'humour qu'on fait depuis 3 ans maintenant, mais qu'on a changé de place, on a changé de lieu, la pandémie, on a été online, etc. Puis là, on recommence dans un nouveau lieu qui est magnifique, comme on en parlait tantôt, l'Orbite, qui est l'ancien anti-café dans le Vieux-Port, puis qui est devenu un magasin de plantes juste avec la pandémie, dans le fond. C'est pas qu'un magasin de plantes. Non. Tout le monde, imaginez-vous une jungle dans Montréal. Où ils vendent de la bière. Avec des spots d'éclairage accrochés au-dessus de ma tête après une branche. C'est vrai, Colin, il a dit ça un moment donné. Puis, j'ai juste appris à la fin du show que ma vie ne dépendait que d'un bout de branche sec. Ouais. Puis, mais c'est ça, dans le fond, c'est toute une bébite. Là. Nous, le Snowflake Comedy Club, on est toujours dans des coops. Donc, on a été d'abord à la coop des Récoltes, sur Saint-Denis, juste au quartier latin. Après ça, on a été au café Le Rond-Point, dans Schlag, qui était une coop autogérée aussi. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de patron, puis c'est les employés qui décident un peu comment ça marche. Puis après ça, on a fait une fois avant la deuxième vague au Centre-Taverne, donc au bâtiment 7 dans Pointe-Saint-Charles, qui est comme un gros bâtiment autogéré. Genre, c'est fucked up comme histoire. Aller checker un peu. C'est des citoyens qui ont réussi à se faire donner un vieux bâtiment du CN et de se faire donner par la ville 1 million de dollars pour le restaurer, pour faire un building avec un café, une brasserie, des ateliers, genre plein d'affaires. C'est vraiment, vraiment cool. Mais c'était un peu loin des métros. Puis bon, il y a eu la deuxième vague. Puis là, maintenant, on est à l'Orbite, puis c'est fucking beau, puis les gens sont tellement fins, puis il y a plein de plantes, puis c'est très... Mais là, hier, c'était pas calme parce qu'il y a eu une fucking fusillade, puis il y avait genre la SWAT, puis genre la police, puis là, le monde arrivait au show, puis j'étais comme « Hey, hey, soirée safe space », puis il y avait genre la police partout. Mais en général, ça donne une vibe très... Tu sais, d'être à un endroit avec des plantes, c'est comme relaxant, puis de la petite musique, puis le petit café, puis le monde sont fins, puis c'est the dream, là. C'est vraiment le rêve. Puis pour vrai, c'est très, très... Tu sais, c'est très, très petit comme ambiance. On est vraiment proche. Puis c'est chaleureux. C'est ça, c'est une ambiance chaleureuse au bout. J'ai hâte de jammer ça avec 60 personnes. Là. Ça va être malade. Ben, il y a aussi la salle dans le sol. Ça, est-ce que vous pensez transférer au sol parfois ou vous restez définitivement haut? Au début, nous, on était supposé le faire comme quelques fois en bas en attendant que la salle en haut se libère. Puis finalement, ça a marché. Mais moi, j'aime beaucoup la salle en haut. Il y a de l'espace, de plafond. Puis tu sais, avec les rideaux, ça fait quand même intime. Puis je pense dans les chiffres qu'il nous donnait, Jérémy, d'ailleurs, on le salue, qui s'occupe de Montréal Showcase, qui fait des shows de musique, puis le Sanctuaire, puis il fait plein d'affaires vraiment, vraiment cool. Puis maintenant, des shows d'humour. Puis tu sais, il me parlait d'un genre de 60-70 en haut, là. Puis d'un plus comme 40 en bas. Ça, c'est les chiffres normaux auxquels on va revenir le 1er novembre, là. D'ailleurs, ils nous ont annoncé qu'on allait pouvoir retourner aux capacités normales, les gens allaient être à 1 mètre et tout ça. Mais tu sais, le rond-point, là, on pactait ça là, avec genre 60-70 personnes, plus les humoristes, plus les invités, là, mais on était pognés comme des sardines, là, ça n'a pas rapport. Là. On était collés. Moi, je me rappelle d'avoir été collée de même contre Mathieu Séguin de Sexe illégal pendant un cabaret des sorcières. Il faisait ça là aussi, le cabaret des sorcières. Puis, tu sais, nos genoux se touchaient. Là. C'était absurde, là, fait que c'était pas COVID du tout. Mais j'ai hâte. Tu sais, c'était génial hier. L'énergie était là, c'était malade, mais il y avait peut-être 25 personnes dans la salle. Mais tu sais, avec 50-60 personnes, ça va être fou, là, l'énergie. Là. Parce que ce qui est fou avec l'humour, puis tu sais, c'est tout le temps ça, les shows d'humour, mais le Snowflake en particulier, c'est une soirée Safe Space. Oui, c'est une petite clique. On veut pas, on book nos amis parce qu'on book des gens qui ont nos confiance puis qu'on sait que l'ambiance va être bonne puis qu'il y aura pas de fuck et tout. Fait que, mais c'est tellement d'amour, là. Tu sais, comme là, aujourd'hui, je suis comme, vous allez peut-être me trouver extrêmement pétillante, là. Je suis pas tout le temps comme ça, mais je reçois genre tellement d'amour puis de rire, mais c'est genre plus que ça, là. C'est vraiment chaleureux, c'est comme une famille, c'est comment on prend soin les uns des autres, puis comme, on veut vraiment pas rire de personne, puis on veut que tout le monde se sente comme inclus, puis ça fait comme
comme un gros câlin, genre, qui dure comme 3 heures. Surtout, tu sais, dès que je suis arrivé, dès que les gens ont commencé à s'installer dans la salle, j'ai compris que tu sais, le monde se connaît. C'est comme, ben, tu sais, c'est pas la même petite gang, mais tout le monde s'entreconnaît, ça s'en fumé puis ça jase tout. Moi, je me suis comme, je suis donc seul. Tu sais, ça a l'air d'être comme un pattern régulier, tu sais, de ce show-là, de... Ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui reviennent, tu sais, comme il y a des gens qui sont là depuis le début, il y a des gens qui sont là depuis le rond-point, il y a des gens qui nous ont découvert parce que, c'est ça, cet hiver, on a fait des shows live qui s'appelaient le Cabaret Extra Doux, qui n'existe plus parce que Mathieu, il les a tous supprimés de Facebook. La seule chose, le seul extrait qui reste de ça, c'est moi qui m'allume un bat en pensant que ma caméra est éteinte, parce qu'on est dans nos salons puis dans nos chambres à coucher, évidemment, là, pendant la pandémie. Zach Poitras, il faisait des gros rips de bang, genre lui, il éteignait pas sa cam, rien à foutre, tu sais. Mais moi, je pensais que ma caméra était éteinte, puis c'était genre un numéro super touchant de M. Nachour sur genre ses parents, je sais pas trop. Puis là, j'ai allumé mon joint, puis le bruit du briquet a comme réactivé ma caméra, puis là, j'ai fait avec des gros yeux, puis là, j'ai éteint mon truc. Puis ça, j'avais sauvé ça, puis je voulais en faire un gif ou whatever. C'est tout ce qui reste du Cabaret Extra Doux. Il y a eu genre des performances super, genre, en tout cas, super belles, puis super touchantes et tout. Puis... fait que c'est sûr que c'est comme un peu une famille, tu sais, autant les humoristes que les gens dans la salle qui nous suivent. Puis tu sais, t'as entendu, là, j'ai fait plein de jokes de l'UQAM puis de l'ESG. Ouais. Puis ça a fait vraiment du bien, mais parce que aussi cette soirée-là est née de, mettons, Mathieu qui animait, qui faisait la chronique au Mardi Merci la Vie. Colin revient tout le temps. Coco est venu vraiment souvent. Fait que c'est comme un peu cette gang-là aussi. Puis là, ben, le départ est mort, là, le bar qui était dans l'UQAM. Fait que cette soirée-là... Je sais pas, elle va sûrement renaître de ses centres un moment donné parce que dans une grosse université, ça arrive d'avoir des soirées d'humour, mais tu sais, pour l'instant, puis après ça a transité dans les shows de parc puis tout ça. Mais oui, on est une belle famille, mais on est inclusif, tu sais, puis on accueille tout le temps des nouvelles personnes. Mettons, Anne-Sarah, c'était la première fois qu'elle venait, Alex Lévesque, c'était la première fois qu'il venait, mais tu sais, c'est toute la même famille. Là. Mais je me demandais, tu sais, Safer Space, dans un bar, dans un établissement, c'est plus facile à contrôler. Que dans un parc? Ben, même un showroom. L'Internet, c'est. Oui. Ben, tu sais, vous diffusiez sur Facebook, sur Instagram, tu sais. Mais justement, mon amie Sarah, d'ailleurs, je la salue, qui fait de la poésie, est déjà venue me voir parce qu'elle était comme moi, je fais des open mic de poésie sur Zoom, puis des fois, il y a vraiment du monde qui dit des affaires pas d'allure, puis je sais pas comment gérer cette situation, puis tu sais. J'ai donné les trucs que je pouvais, là, mais c'est vrai que c'est vraiment tough là, de faire déjà de faire une intervention physique, de dire OK, là, cette situation-là, ça se peut pas, on aimerait ça que tu t'en ailles. C'est pas cool, mais ça se gère. Puis le bon côté d'être dans des bars ou dans des salles de spectacle, c'est que d'habitude, t'as comme soit des bouncers ou des gens qui c'est un peu ça leur travail, là, tu sais. Mais sur Zoom, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, t'es comme un monsieur qui s'obstine à faire de la poésie semi-patriotique, raciste, je sais pas quoi. Puis là, qu'est-ce que tu coupes sa... Tu sais, ça ne peut pas être awkward, là, mais... Ben, tu sais, même au niveau de la diffusion, des commentaires, c'est... Effectivement. Mais tu sais, le Cabaret Extra Doux, on disait pas que c'était Safer Space. On était juste comme... Honnêtement, je m'excuse le trigger warning, mais c'est comme tout le monde essaye de comme survivre puis de pas se tuer. Là. C'était vraiment, pour vrai, des fois, je disais, on fait de l'humour déprimant parce que, tu sais, il n'y a pas une personne qui faisait pas un numéro qui parlait d'anxiété. Moi, je suis en train de perdre la foi dans l'humanité. Je venais de découvrir qu'il déneigeait des pistes de motoneige. Genre, j'habitais dans le coin de Quaticook. Puis j'avais vu des machines, genre, qui déneigeaient la neige pour des motoneiges. Puis j'étais comme, j'ai perdu foi dans les humains, là. C'est fini, là. Non, en réalité, ils damment. I know, je sais. J'ai appris ces subtilités, mais juste, ça commence à prendre beaucoup de pétrole, là, votre petit hobby, là. Ouais. Genre, vous prenez pour aller faire du plein air, vous prenez des machines qui prennent du pétrole, puis pour aller prendre vos machines qui font du pétrole, vous prenez une grosse crise de machine qui prend du pétrole, qui dame la neige, alors que votre Christine motoneige est supposée d'aller sur la neige à la base, là. En tout cas, j'avais fait un number là-dessus, mais j'étais juste comme en train de fumer des battes chez nous, puis de désespérer, puis d'écouter beaucoup trop de Grey's Anatomy, comme je racontais hier. Puis là, on faisait ça, puis Zaki jouait du ukulélé, puis Coco racontait 2-3 jokes, puis tu sais, Colin, mais tu sais, tout le monde était, comme je disais, c'était le fond du baril, là, tout le monde était pas mal sad, fait qu'on le faisait, mais tu sais, je disais pas que c'était Safer Space, mais en gros, une soirée Safer Space, je sais pas si tu veux que je l'explique à tes auditeurs auditrices. Oui, parce que moi, ben tu sais, j'avais entendu quelques fois le terme, tu sais, je déduisais par Safer, tu sais, sécurité, tu sais, j'avais des petites déductions, mais ouais, ça pourrait être bien de... Ben, en fait, ça vient du mot safe space. Puis safe space, ça a été créé. Ben, tu sais, en plus, le snowflake, c'est un peu la blague qu'on est des petits flocons de neige fragiles. Là, on est des woke, là, puis, tu sais, c'est ça. Mais moi, je trouve ça hilarant, là. Encore, là, ça me fait tellement rire. Quand Mathieu est venu me voir, il dit, tu veux-tu faire la chronique au Snowflake Comedy Club? C'est une soirée safe space. J'étais genre, lol, oui, c'est clair.
Ça vient, c'est ça, des personnes, mettons, queer, LGBT, des personnes racisées ou peu importe, qui vivent une situation de pression puis qui est comme, OK, on va se créer des espaces où est-ce qu'on est sûr qu'on est entre nous puis qu'on peut se faire confiance puis qu'on peut avoir, mettons, ces discussions-là. Fait que, mettons, pour des personnes féministes, un safe space, ça peut être un espace, comment qu'on dit, c'est le contraire de parterre, là, mais un espace où est-ce qu'il y a juste des femmes, là, mettons. Oui. Pas dans le but que toute la société devienne un espace. Voyons, c'est quoi le mot? Pas une exclusion, mais un... en tout cas, vous voyez de quoi je parle. De la masculinité. Les trucs qui fâchent les messieurs là, du Journal de Montréal parce qu'ils comprennent pas que le but, c'est juste d'avoir un espace entre nous pour pouvoir justement parler, hey, ça, mettons, à l'université, ah, j'ai vécu ça, blablabla, ou dans une association étudiante, tu sais, moi, je viens de plus de ce background-là. Une association étudiante, c'est quand même un milieu quand même masculin avec des égos, puis avec des gars qui essaient de prendre de la place, puis tout ça, puis toi, t'es une fille où t'es nouvelle, ou t'es plus jeune, ou t'as pas beaucoup de connaissances, ou whatever, puis là, de se retrouver entre femmes, dire, ah, j'ai vécu ça, oui, OK, je te crois, sans avoir à tout le temps comme s'expliquer puis se justifier, dans le but de retourner dans le grand groupe en prêt. C'est ça que le monde oublie tout le temps. Mais qu'il y a eu cet espace-là. Fait que ça vient de là, safe space. Puis, ben, safer, c'est parce que Mathieu, il l'a dit dans son avertissement hier, on peut pas garantir, t'sais. Même hier, il y a un gars qui a fait des jokes sur l'homophobie puis sur l'homosexualité, puis j'étais comme, je sais pas, ça pourrait être mal pris, mais je sais que lui avait des bonnes intentions, puis je sais que comment qu'il l'a dit, je pense que c'était clair pour tout le monde qu'il était pas homophobe et que c'était vraiment pas ça son point. Mais des fois, j'étais comme, t'es quand même un gars qui est en train de dire que t'es pas gay, même si c'est pas vraiment ça la joke. Mais en tout cas, sa ligne, ouais, c'est ça. Surtout un espace comme ça. Là. Exact, mais c'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est juste de dire, tu y vas on invite les humoristes à venir de manière consciente. Soyez conscients de ce que vous racontez. Soyez conscients qu'il y a des gens vulnérables dans la salle. Il y a des gens qui vont pas voir des shows d'humour parce qu'ils sont tannés d'entendre des jokes de gay, puis sont tannés d'entendre des jokes de trans, puis sont surtout tannés d'être la joke. C'est comme, si le punch de ta blague, c'est genre, c'est une personne trans, mais t'es pas en train de, tu sais, comme, mettons, on a reçu Trana Wintour, ou tu sais, une personne trans qui connaît cette réalité-là puis qui vient faire des jokes sur cette réalité-là, c'est all good. Mais si t'es juste un dude ou peu importe, puis c'est juste ça le punch de ta blague, c'est un peu genre, où tu t'en vas avec ça, tu sais. Fait que le Safer Space, c'est juste, on demande aux humoristes d'être conscients puis de faire attention puis de leur dire aussi, cette soirée-là, elle existe pour ces gens-là. Puis c'est bien correct que, mettons, il y avait la soirée JHB, là, où tu sais, il y a des soirées d'humour trash. C'est l'inverse complètement. C'est exactement, mais tu sais, je me suis déjà retrouvée dans une loge avec JF Dénommé puis on parlait de JHB puis on était comme, c'est le contraire, mais finalement, c'est un peu la même chose parce que les gens consentent. Les gens, ils consentent à aller dans un espace comme ça. Puis ils offrent leur consentement à entendre des jokes trash puis des jokes d'humour noir puis etc. Bon, est-ce que la soirée est obligée de s'appeler JHB comme la drogue du viol? Je sais pas, là. Moi, je trouve que c'est un peu de mauvais goût, honnêtement, là. Genre, je comprends le gag, mais je suis comme, Ben, c'est aussi la thématique, regarde, ce qui se passe là, on le sait que c'est limite. Ouais. On le sait, on l'assume. Un coup qu'on sort d'ici, plus personne s'en souvient. Non, mais j'adore le concept de la soirée. C'est juste le nom, je suis comme, mais regarde, tout le monde a ben le droit à son opinion. Mais justement, moi, je trouve ça bien mieux qu'il y ait des espaces pour ces jokes-là, puis que les gens ils consentent, puis ils savent dans quoi ils s'embarquent, plutôt que tu t'en vas, mettons, au jockey, ou tu sais, le jockey, c'est pas le bon exemple, mais tu t'en vas à une soirée où je sais pas trop, de même, une soirée de quartier, puis là, il y a quelqu'un qui embarque, puis qui commence à faire des jokes de viol, puis t'es comme, hey, wow, genre, je m'en venais avoir un good time, là. Pourquoi tu. Ou des jokes de grosses, là. Tu sais, ça, il y en a eu tellement, là. Des jokes que il y a pas de. Tu parles pas de la grossophobie, tu parles pas de la réalité de ces personnes-là, tu parles de rien. Ton punch, c'est juste genre, haha, faut qu'elle perde du poids ou whatever. C'est comme, c'est pas un punch, genre, c'est pas une blague. Mais en tout cas, je veux pas dire que je juge, là. C'est correct. Tout le monde, c'est la liberté d'expression, tout le monde peut bien essayer. Mais nous, on voulait créer un espace où est-ce que les gens, ils savaient d'office que quand ils venaient à cet espace-là, on allait faire attention. On peut pas rien promettre. Mais je pense que à date, quand même, dans les faits, il y a pas eu une fois où est-ce que j'ai eu vraiment un malaise puis j'étais comme, tu sais. Mettons, dans les parcs, puis là, tantôt, tu me demandais, dans un bar, c'est plus facile. Il y a eu un incident dans un parc, juste après la liste, l'été passé, en juillet, où il y a un gars qui était nommé sur la liste qui est venu au parc. Puis là, on faisait des shows de parc, là, tu sais, c'est dans un espace public, là, qu'est-ce que tu veux faire avec ça, tu sais. Puis moi, je le connaissais pas, cette personne-là, elle est venue me parler, puis je connaissais pas sa face, je connaissais pas son nom. Mais tous les autres humoristes, ils savaient c'était qui, puis ils savaient qui était sur la liste. Puis il y a une fille qui était avec moi, je lui donnais un livre, puis elle a su qui était là, puis elle était comme, oh shit, mais mon amie s'en vient au show, puis comme, elle connaît la victime ou whatever, tu sais, il y a comme...
Puis là, ça, c'était vraiment pas le fun. Ça, c'était vraiment non. là où est-ce qu'on était plus... Il y avait plus moyen pour nous de garantir un safe space. Puis là, moi, j'étais comme, on est au Snowflake, puis les humoristes sur le show, vous le saviez, puis vous avez rien dit, puis vos excuses, c'est, on sait pas quoi faire avec ça, ou, tu sais, je me rappelle d'avoir été vraiment fâchée, là. Genre, je partais en vacances, là, c'était comme mon dernier show avant les vacances, puis j'étais vraiment en tabarnak. J'étais comme, moi, j'habite pas à Montréal, je connais pas ce monde-là, c'est pas des gens avec qui j'ai chillé. Vous autres, vous le connaissez tous, vous le savez, vous l'avez vu venir, vous l'avez vu jaser avec du monde, vous avez rien dit. C'est quoi ça, tu sais? Si au moins, si au moins vous avez pas le gars, vous allez voir la personne vous-même, tu sais, partager l'information pour que, qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Ben, finalement, qu'est-ce qui était intéressant, puis c'est comme, en tout cas, c'est encore une réflexion qu'on a eue, mais fait qu'il s'est passé ça, je me suis vraiment fâchée, je leur ai dit, puis il était comment, Mathieu était pas là, genre, fait que j'étais toute seule, puis il était comment, on n'est pas venu te voir parce qu'on voulait pas te déranger ou whatever, puis j'étais comme, OK, non, mais ça, genre, le Snowflake, la sécurité des gens, puis le fait que les humoristes sur le show et le public se sentent importants, c'est la top priorité numéro 1, là. Ça va bien avant mon confort à moi d'animatrice, là, fait que je veux toujours que vous venez me le dire, fait que ça, au moins, je l'ai dit. Mais après... Quand on a su qu'on allait revenir faire des shows de parc, ben tous les gens du Cabaret Extra Doux, puis des shows de parc, puis tout ça, puis la grosse famille élargie, on a fait des appels Zoom, en fait. Okay. Puis on a essayé de penser à une genre de politique. Comment nous, on pourrait comme mieux s'équiper, comment on pourrait faire de la prévention. Puis on a comme pensé à un genre de petit protocole, OK, mais s'il y a des shows de parc, puis qu'il y a des gens qu'on sait qui sont pas trop, ben il y a 2 personnes ensemble qui vont y parler. Si la personne, elle refuse de partir, on lui refait un autre avertissement. Puis si la personne refuse de partir, ben on interrompt le show, puis on dit que faut qu'on gère une situation. Puis tu sais, on a comme pensé à ça parce que cet événement-là est arrivé. Puis finalement, les shows de parc, ben, tu sais, ça, c'est comme, on a comme trouvé un groove aussi. Puis c'est devenu, tu sais, au début, c'était vraiment juste comme du monde qui passe devant. Puis comme, ah, tiens, un show. Puis après ça, c'est devenu plus récurrent, puis un happening. Puis devenu un petit peu plus safe, je pense. Là. C'est surtout que, en partant un safe space, tu sais pas qui c'est qui va passer dans la rue, puis qui va s'arrêter. Puis c'est un petit peu le problème. Ben, c'est le problème, je sais pas, je pense à mon chapeau, mais c'est peut-être une situation qui peut arriver et quelqu'un fait de mots plus trash dans un parc. Ou devant des enfants. C'est ça, par accident. C'est ça. Mais puis, fait que, mettons, c'est arrivé dans des shows de parc qu'on a invité des gens, puis un gars qui avait comme fait une joke sur de la prise de la perte de poids. Mais c'était comme son corps à lui. Puis là, j'étais allée le voir. Puis j'étais comme... Mais tu sais, c'était le Snowflake dehors. Fait que nos limites étaient pas mal plus lousses, là. Tu sais, on était plus ouverts, justement, à expérimenter puis à inviter du nouveau monde parce que, anyway, on peut pas garantir, tu sais, la sécurité de personne, vraiment, dans un espace public. Puis là, j'étais allée le voir. Puis j'étais comme, ouais, ces jokes-là, pas sûr, tu sais. Mais c'est jamais... On n'est jamais la police des blagues, là. On va jamais... Tu sais, j'étais juste genre, je sais pas. Puis il était comme, ah, mais non, mais je parle de mon propre poids. Puis j'étais comme, je comprends, mais imagine quelqu'un qui a des troubles alimentaires, tu sais. Puis nous, on en a une amie en commun qui en parle sur scène. J'étais comme... Pense à cette personne-là, genre, si tu faisais ces jokes-là devant elle. Puis tout de suite, dans ses yeux, il a fait « Ah, OK, je comprends. » C'était clair. Tu sais, comme comment... Tu sais, comme... Ça, je me rappelle plus du gag, là, mais c'était genre « Ah, je suis un peu gros pendant la pandémie, nanana, j'ai une bédaine, faudrait que je perde du poids. » Oh, pardon, j'ai accroché le micro. Fait que, tu sais, c'était inoffensif, là. Il attaquait pas personne, c'était bien correct, mais j'étais comme... Tu sais, c'est quoi que tu dis avec cette joke-là? Comment quelqu'un, mettons, qui a des troubles alimentaires ou qui a de la dysmorphie ou des trucs par rapport à son poids, comment il entendrait cette joke-là? Puis c'est plus ça aussi, c'est qu'en tant qu'humoriste, on est tellement habitué à se dire c'est ma joke, c'est mon univers, moi je le sais, c'est quoi mes intentions. Ouais, mais là, justement, t'es au Snowflake, pense un peu plus loin que tes intentions. Pense à ton effet, genre c'est quoi l'effet de ta blague. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'humoristes dans les fêtes qui sont comme ce soir, je vais rire des grosses, haha. Ouais, mais ça me fait penser à ce que je te disais avant le podcast. Tu sais, j'ai adoré la soirée, j'adore le concept. Sauf que moi, je vais pas faire le mot là parce que j'ai un univers où est-ce que je vais à l'inverse de ce que je veux emmener pour démontrer. Regarde, depuis tantôt, je te dis tout ça. C'est dégueulasse. Ouais. Mais, tu sais, j'irai pas dans une soirée de même parce qu'il faut rentrer dans mon univers et un petit peu connaître comment est-ce que je m'en vais, là. Mais ce qui pourrait être intéressant, tu sais, il y en a, mettons, je vais le nommer parce que je l'adore, puis c'est un ami, puis son nom est sur un t-shirt là-bas, mettons, Anna Sassouna. OK. Je pense pas que tout son répertoire, mettons, est Snowflake ou Jean-Charles Brunet, mais genre... C'est sûr que si on lui demande tu viens-tu faire un 10, il peut trouver un 10 dans ses affaires. Là. Dans le sens qu'on demande pas à ce que toute ta vie, à partir de maintenant, ça soit de l'humour Snowflake. non. Mais il y a beaucoup d'humoristes qui sont comme non, mais ça me tente. Puis même, tu sais, hey, je peux-tu t'envoyer mes affaires avant? Qu'est-ce que t'en penses? Puis ça les stimule, tu sais. Puis par exemple, tu sais, si tu nous disais, hey, mais c'est un défi qui m'intéresse, mettons, il y a tel thème. Des fois, c'est ça. C'est comme, hey, j'ai écrit, mettons, Lucas Boucher, tu sais, j'ai écrit un numéro sur une personne trans, mais c'est quelqu'un que je connais. J'aimerais ça le tester parce que je pense qu'il est rendu assez bon, puis qu'il y a de l'empathie, puis il y a de la compassion dans mon affaire.
ben, tu sais, si t'es à l'aise de le faire, puis qu'il y a des personnes trans dans la salle, puis que tu penses qu'ils vont se sentir bien, ben, c'est parfait, c'est à ça que ça sert, le Snowflake. Fait que, tu sais, ça peut aussi servir de. Ben, si un moment donné, tu as un thème ou une affaire que tu te dis, OK, non, mais ça, je pense que je suis capable de l'apporter d'une manière où ça va être vraiment clair. Tu sais, mettons, Raphaël, hier, a dit des affaires qui n'avaient pas de bon sens, mais elle avait comme sa casquette, puis son number, puis puis c'était comme évident que c'était un personnage. Si c'est super clair. C'était malade, ça, d'ailleurs. Ah, mais c'était tellement. Raph, je l'aime tellement. Le Raph, je veux l'inviter tout le temps. Là. Mais genre, on parle de Raphaël Bolduc qui a passé dans l'émission Le Nouveau Stand-Up. Vous irez voir ça. Shameless plug pour toutes mes amies qui l'ont fait. Et ça, moi, j'ai envoyé un tape. C'était mon numéro de motoneige, justement, mais c'était comme un petit extrait, genre YouTube poche, là, au Nouveau Stand-Up. Mais je suis tellement contente de ne pas l'avoir fait. My God. Je me sentais tellement pas bien, là. Quand je l'ai envoyé, j'étais comme, oh non, j'espère qu'ils vont. Comme, c'était pas moi. Même s'il l'accepte, que. Tu sais, t'es pas obligé de continuer à dire tout le temps, dire non. Non, je sais, mais moi, je suis une personne très perfectionniste puis compétitive dans la vie. S'il m'avait pris pour les auditions, je pense pas que j'aurais back-out, mais je pense que ça m'aurait fait sentir vraiment non, mais mal. Ça m'intéresse. La compétition en humour. Y en a-tu? T'en penses quoi? Ben, moi, je me sens vraiment chanceuse d'être exclue de ça parce que je me considère humoriste, mais je veux pas faire carrière en humour. J'ai pas l'impression qu'il va falloir que je joue des coudes pour être signée avant quelqu'un ou sortir un show avant quelqu'un. Pour moi, l'humour, c'est vraiment genre le plaisir. Tu m'as vu hier, j'ai fait, pour ma chronique, j'ai fait le premier numéro que j'ai écrit de toute ma vie, que j'avais fait à l'UQAM sur la grève des sages, qui était pas très drôle, mais qui était pas mauvais, là, pour vrai, pour un premier numéro. Genre, mes amis, ils en parlaient hier, ils étaient comme moi, je ressortirais jamais le premier numéro que j'ai écrit il y a 4 ans, là, genre. Mais, attends, on parlait de la grève des stages. Ouais, ben... de la compétition. Oui, c'est ça. Mais moi, ça n'a jamais été un objectif de genre devenir une humoriste, de faire des shows, de faire tout ça. Je le fais vraiment parce que c'est le fun, puis parce que je suis arrivée à l'UQAM un moment donné avec ce number-là. Je l'ai fait sur scène, le monde en rit, je me suis sentie crissement bien après, puis j'étais comme, je veux refaire ça. Puis j'ai réécrit à Colin. Je suis rentrée chez nous le soir que j'ai fait ça, là, j'ai écrit un 10, genre. Genre, j'étais comme papa. Puis là, j'ai réécrit à Colin, je peux-tu revenir jouer? J'ai un vrai numéro cette fois-ci. Puis il était comme OK. Puis c'est un vrai numéro, ça t'a présenté. C'est un vrai numéro, mais. C'est peut-être pas peaufiné. C'était pas très punchy. C'était sur une feuille imprimée, je le lisais. C'était plus une chronique-ish. Que j'ai faite en chronique d'ailleurs, on Snowflake, fait que ça passait bien. Mais là, c'était comme moi qui jokais sur mes propres jokes. Là. Puis j'arrêtais pas d'appeler Colin mon boy Colin. J'en reviens encore pas que j'ai écrit ça en 2018 alors que je le connaissais fuck all. Là. Mais je sais pas, j'avais comme un feeling qu'il m'avait été. Il avait été comme gentil avec moi. Puis j'étais comme, on est amis. Mais. Puis Anastasia, c'était la même affaire aussi. Mais. Je m'égare. Mais moi, je me sens pas en compétition parce que, c'est ça, parce que, pas que je prends pas ça au sérieux, mais mettons en cinéma, tu sais, moi, je prépare un film, là, court-métrage, puis c'est plus en cinéma. Là, je sens la compétition. Là, je sens le genre, parce que l'argent, il y en a tellement pas beaucoup, là. Tu sais, des longs métrages, là, au Québec, ils en financent peut-être comme 10, puis il y en a peut-être 200 qui sont pitchés. Fait comme là, la compétition, je la sens. Puis je suis comme, faut que mes films soient bons, faut que mon image soit bonne, faut que. Puis en même temps, j'essaie toujours de garder cette idée de plaisir. Puis je veux que ça soit le fun quand on le fait. Puis j'ai vécu une expérience comme un peu traumatisante sur un plateau de tournage cet automne. Puis je suis comme, je ne veux pas mettre des gens dans cette situation. Je veux travailler dans le fun, le plaisir. Tout ça. J'étais ouverte à en parler de cette expérience-là? Ou, parce que ouais, mais c'était juste... ma curiosité, là, un peu. Non, mais c'est juste moi qui a accès... j'ai pris une trop grosse bouchée, tu sais. Genre, je fais du cinéma depuis quelques années. J'ai été assistante à la réalisation en docu. C'est comme ça que j'ai embarqué. Juste après mon stage en travail social, dans le fond, moi, j'ai fait comme, yo, fuck that, laissez faire. Je fais 800 heures de stage pas payé dans un organisme communautaire pour des mères monoparentales qui étaient supposées d'être l'affaire la plus féministe. Puis finalement, genre, la journée du 8 mars, il était comme, on va faire du scrapbooking. Puis j'étais comme, hey, fuck you, là. Genre, c'est pas vrai que je vais aller faire un burn-out à 25 ans pour aller travailler dans ce domaine-là. Fait que bref, j'étais allée planter des patates. Puis après ça, j'ai comme eu une job en cinéma par hasard. Puis j'ai commencé à faire des films, j'ai commencé à faire des plateaux, j'ai commencé à faire des plateaux de fiction. Puis ça, c'est un gros trip de gang. Tu sais, le Snowflake, l'humour, pour moi, c'est une affaire de gang. Pour revenir, pour moi, Raph, puis Zach, puis Mathieu, c'est pas de la compétition, genre, c'est mes amis. Puis s'ils étaient pas là pour faire ça avec moi, j'aurais aucun... Justement, genre, le prochain stand-up, c'est là que ça enlevait toute la partie plaisir, puis aussi de me faire juger
c'est comme ton art, là, ce que tu dis avec tes tripes. Tu sais, moi, mettons, mon objectif, c'était d'aller au Avoir prochain jugement de stand-up. Louis Morissette à la fin. Hey, tu penses-tu que... C'est pesant. Non, mais c'est pesant. Tu penses-tu que je vais me mettre dans une position où l'opinion, le Louis Morissette, ça va me faire mal dormir la nuit? Genre, t'es sérieux, là? Genre, puis même Mariana, genre, je l'aime bien, Mariana, c'est une des femmes qui m'a inspirée à faire de l'humour. Virginie Fortin plus Rosalie Vaillancourt, mais dans le style, mais genre... Mais c'est bizarre, tu sais, comme moi, mon but au prochain stand-up, si j'avais été, c'était de me rendre en première round puis de faire un numéro sur la fibromyalgie. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes handicapées qui font du stand-up, puis moi, j'ai une maladie chronique, fait que je me suis dit, je vais me rendre jusque-là, puis ça va être de la sensibilisation. Tu vois, comme avec mon premier numéro de stand-up, pour moi, faire de l'humour, c'est avoir quelque chose à dire, puis tant qu'avoir l'opportunité d'avoir un micro, dire de quoi, tu sais. Mais non, je suis vraiment contente de ne pas l'avoir fait. Mais donc, en cinéma, ouais, là, j'ai plus des grands espoirs, puis je veux faire des films. Je veux que le monde me remarque, puis que les gens me donnent de l'argent pour faire des gros films avec des gros budgets. C'est mon côté mégalomane qui ressort de ce côté-là. Fait que là, je le sens, mais comme c'est aussi, c'est-à-dire que je suis en compétition avec les autres réalisatrices, mais les directeurs photo, les directeurs artistiques, faut que ça soit dans ma gang, faut que ça soit mon ami. Fait que je suis pas... Tu sais, quand t'es sur le plateau, t'es pas en compétition avec ton plateau, t'es supposé d'être le capitaine de... Voyons, le capitaine de ton navire. Oui, t'es capitaine de ton navire, puis faut que t'aies comme du leadership puis de la vision, mais faut que le monde ait du fun puis qu'il embarque, tu sais. Puis là, fait que là, j'ai fait des plateaux comme différents trucs, puis moi, je suis régisseur de plateau, comme technicienne, là, fait que je suis comme artiste et technicienne. Parce le régisseur, c'est quoi exactement, mettons? C'est genre lui, là. Non, mais c'est genre... je gère... C'est la logistique, dans le fond. Fait que c'est d'arriver le premier sur le plateau, de s'assurer qu'on sait où est-ce que le camion va décharger, est-ce qu'on a les permis, est-ce qu'on a la bouffe, à quelle heure le traiteur arrive, on a-tu le papier de toilette, on a-tu des fourchettes, on a-tu des cossins. Fait que moi, je travaillais comme organisatrice communautaire, je travaillais avec des enfants, j'organisais des camps, des affaires de même. Fait que, tu sais, organiser les gens, les lieux, les trucks. J'ai conduit des camions pour aller chez Mel chercher des pièces d'équipement. Ça, c'était nice. Je me suis devenue amie avec les places de rental puis tout ça. Ça, c'était cool. Mais là, c'était la première fois. Tu sais, il y a eu une grosse pénurie dans le milieu du cinéma, là, comme dans le milieu de la technique, parce que tous les tournages de 2020 ont été reportés à 2021. Fait qu'il y avait genre crissement beaucoup de tournages. Ouais. Cet été, il y avait genre Transformers, il y avait genre je sais pas trop quel autre film américain, il y en avait beaucoup, là, plus toutes les prods québécoises et tout. Fait qu'il manquait vraiment, vraiment de techniciens. Fait qu'ils se sont retrouvés avec moi. Mais tu sais, moi, j'avais fait des plateaux gratuits, j'avais fait des kinos, j'avais fait des courts-métrages pour aider, tu sais, à droite, à gauche. Puis je pense que je suis quand même bonne dans ce que je fais. Mais j'avais jamais fait de plateau syndiqué où est-ce que les collations doivent être données aux 3 heures parce que sinon il y a une pénalité, puis les shifts c'est 12 heures, puis après si tu dépasses à 11, puis il y a comme beaucoup de règles, puis moi je connaissais pas ces règles-là, puis là la prod ils savaient que j'étais nouvelle puis que j'étais novice, mais leurs attentes étaient comme super hautes, puis moi ça m'a crushed là, parce que je fais vraiment, c'est nouveau que j'en parle autant, mais je fais beaucoup d'anxiété de performance là. J'étais vraiment une miss parfaite là, quand j'étais à l'école, mais donc Hermione là, c'était genre c'était moi là. Tu sais, lever tout le temps la main, avoir tout le temps la bonne réponse, avoir tout le temps les bonnes notes, avoir tout le temps fini tes devoirs, puis tu sais, comme la moindre petite reproche feel genre comme un énorme tas de roches sur mes épaules. Fait que... Je pense que sans trop m'avancer, c'est de quoi qui s'étend tout ce qui est performance artistique. L'anxiété de performance, c'est comme notre maladie un peu là aussi. Ouais. Mais c'est ça, d'aller au travail à tous les jours en sentant que tu vas décevoir tes patrons, là. Je peux pas. J'ai fait ça pendant 1 mois et 5 jours, là. Puis ça m'a pas détruit, là. I'm here, mais genre, c'était vraiment pas bon pour ma santé mentale. Puis c'était vraiment tough. Mais ça m'a. Vu que je produis aussi mes courts-métrages, puis je produis des affaires, ça m'a fait réaliser à quel point l'ambiance puis la confiance sur le plateau, c'est tellement important. Puis là, moi, sur le court-métrage que je fais en ce moment, je veux vraiment que en plus, je les paye pas. Fait que genre. Je veux vraiment que le monde soit bien, je veux bien les nourrir, tu sais, justement, c'est de la bouffe végane pour que tout le monde puisse en manger, puis genre, que les gens se sentent bien, avoir des photographes pour avoir des bons souvenirs, puis juste comme, le plaisir, c'est genre plus important que tout. Ouais, ça m'explique toute ta description de... je fais tout. Si vous posez la question, qu'est-ce que je fais tout. C'est ça. Ouais. Je suis pas capable de m'en empêcher. Je pense que t'avais écrit un petit peu de poésie aussi. Ouais. Je fais de la poésie, je fais du stick and poke, là, c'est ça que je racontais. Là. J'ai commencé à me tatouer hier, là, une affaire du studio Ghibli, mais c'est comme toute moche parce que c'est la première fois que j'utilise des encres de couleur, puis sur moi-même, mais juste en général. Puis le rouge, ben quand tu te tatoues, ta peau, elle devient rouge, fait que c'est dur de savoir c'est-tu de l'encre ou c'est-tu genre juste ma peau qui est comme pourquoi des aiguilles? Fait que c'est ça a l'air drôle un peu parce que faut que je le continue, mais ouais, je fais du stick and poke, je fais de la poésie. J'anime puis je produis des podcasts, je réalise des films, j'anime des soirées d'humour. Ça n'a pas rapport.
Tu produis des podcasts. C'est quoi ton podcast? J'ai un podcast qui s'appelle Les Amis des Vers de Terre. Ça, c'est super random. On peut en parler si tu veux. Sa face, c'est toute leur face. Non, mais ça m'intéresse. Ben, pour vrai, j'en parle pas souvent, mais de plus en plus, j'ai été vegan pendant la pandémie d'un coup. Puis je me suis rendu malade à trop de transition brutale. Ouais. Puis, ben, moi, c'est comme la fucking terre, là. C'est le temps d'en prendre soin. Puis, let's go, on en repart. Puis, pour vrai, là, je suis rendu jusqu'au compost chez moi. Je me suis acheté un composteur. Puis, je suis vraiment. Regarde, je m'en viens de plus en plus politisé sur des questions de mais tu sais, il y a moyen de manger de manière intelligente. Tu sais, spoiler alert, si t'es vegan puis que tu manges juste des amandes puis des avocats, t'es pas si écologique que ça, là. Fait que, mais en même temps, faut pas se torturer avec ça parce que c'est dur d'être écologique dans un monde capitaliste parce que tout est pas écologique à la base. Mais en gros, c'est de manger de la variété. Ouais. Ne pas abuser d'une gamme de produits plus que puis manger local, manger de la bouffe qui vient de maintenant. Puis c'est ça, moi, je viens des cantons de l'Est, je viens du milieu de l'agriculture. J'ai travaillé comme bénévole pour des fermes de légumes bio depuis que j'ai comme 15 ans, tu sais. Puis c'est vraiment mes amis. Puis pendant un bout, je pensais que j'allais devenir maraîchère. Là. Justement, quand je te disais, j'étais allée planter des patates après mon bac, là, j'étais allée travailler à Frelichburg. Ça, c'était magnifique. Le plus bel été que j'ai jamais passé. C'était une ferme, genre dans les montagnes. Puis t'avais la vue sur les montagnes vertes au Vermont. Puis je me levais le matin, il y avait des papillons. C'était fou, là. C'était tellement... Après 4 ans de Montréal, puis de l'UQAM, puis de pas de lumière, là, c'était vraiment nice. C'était une ferme de légumes asiatiques. Ça s'appelle le Rizen. Shout-out à eux. Ils font du kimchi, ils font plein d'affaires. Mais c'était trop dur. J'ai des douleurs chroniques, puis c'était trop dur pour mes épaules. Tu sais, faire des mouvements répétitifs, genre transplanter des betteraves. Là. Des betteraves, là, c'est comme transplanter une betterave à la fois, là. Fait que, mettons que t'en récoltes, genre, je sais pas, 8000, là, ça veut dire 8000 fois, genre, tu fais le petit trou, puis tu mets la petite betterave, puis genre... C'est vraiment des mouvements répétitifs. Autant c'est diversifié, tu sais, comme une journée tu récoltes, une journée tu plantes, une journée tu fais du désherbage, nanana. Mais c'était trop rough pour mon corps. La question, c'est aussi que tes muscles peuvent pas s'habituer à un mouvement répétitif. C'est jamais le même à tous les jours, mais c'est tout le temps un répétitif différent. Ouais. Puis c'est ça, moi j'ai eu des tendinites aux épaules, en tout cas. Ça, c'est toute une autre affaire. Fait que moi, je voulais faire quelque chose en agriculture, mais je pouvais pas devenir maraîchère nécessairement. Puis, tu sais, les communications, tout ça, ça m'a tout le temps intéressée. J'ai fait mon DEC au cégep, le peu que j'ai étudié. Puis, j'étais surtout en grève au cégep. J'étais allée en grève en 2012. J'étais allée au cégep en 2012, mais j'ai fait un DEC en action sociale et médias. Fait que, tu sais, c'était quand même... Puis j'ai fait mon rapport de fin de DEC sur les dessins animés puis les stéréotypes de genre dans les films de Disney puis tout ça. Fait que c'est quand même toujours quelque chose qui m'a intéressée. Puis là, je voulais faire un film sur les vers de terre parce que j'étais comme... On empoisonne nos sols. Tu sais, beaucoup de gens sont au courant de la pollution dans l'eau, la pollution dans l'air, mais genre, l'agriculture qu'on utilise en ce moment utilise énormément de poison, genre pour tuer... des bébites, sauf que les bébites, c'est ça qui fait que les légumes poussent. Fait que si on fait juste mettre du poison dans nos sols, ad vitam aeternam, j'ai une petite nouvelle pour vous, les chums, ça va pas très bien aller, puis ça crée de la désertification, etc. C'est surtout que ça s'écoule dans les rivières tout de suite. Mais même avant de se rendre dans l'eau... La petite emballage de la graine, mettons, de maïs, ils ont quasiment tout un pesticide dessus. Oui, exact. Ils ont enrobé toutes les semences. Mais ça veut dire qu'avant même que le poison se rentre dans l'eau, il rentre dans la terre. Puis dans la terre, il y a plein de vie. Tu sais, c'est ça, moi, à un moment donné, les Amis des vers de terre, c'était pour ça que j'ai créé ça, parce que j'étais comme, les sols sont vivants. Comment ça que j'ai jamais appris ça à l'école? Tu sais, on a appris que les arbres étaient vivants, les animaux étaient vivants, les roches étaient pas vivantes, mais genre le sol, le soil, en anglais, ça se dit mieux, là, la distinction entre de la terre morte et genre du soil, de la terre vivante, du substrat, du humus, du peu importe comment vous l'appelez. Mais il y a plein de vie. Il y a des vers de terre, il y a toutes sortes de bébites, il y a des bactéries, il y a plein de choses. Puis c'est toutes ces choses-là qui décomposent et recomposent. Genre, c'est vraiment la base de la vie, genre littéralement, tu sais. C'est des décomposeurs, champignons, compagnie. Exactement, ça, les champignons et tout. Fait que le fait qu'on empoisonne directement, comme tu dis, avec, attends, je vais le dire comme il faut, les semences enrobées de néonicotinoïdes, un mot que j'ai appris Parfait. Ouais, merci. Moi, tantôt, j'ai l'avantage, j'ai posé mes comme, non, je m'en vais pas là. C'est ça. On peut dire néonique. Je pense qu'ils disent des fois dans les abréviations. Mais bref, c'est ça, d'apprendre que les sols étaient vivants puis qu'on les empoisonnait et tout, ça m'a fait capoter. Puis je voulais faire un film, un petit court-métrage sur les vers de terre. J'avais comme tout écrit, une histoire et tout. J'ai pas eu le financement que je voulais à ce moment-là. Puis là, c'était rendu l'hiver. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis là, je me suis dit, je vais faire un podcast. Puis là, j'ai eu une subvention de jeunes volontaires pour faire ça. Fait que pendant 6 mois, ma vie, c'était d'apprendre comment faire du son puis faire de la prise de son.
puis de parler à des agronomes puis des agriculteurs. Puis Louis Robert, entre autres, l'agronome lanceur d'alerte qui a perdu sa job. Tu sais, il y a quelques années, il y a un agronome qui a perdu sa job parce qu'il a raconté à Radio-Canada que l'industrie du privé, dans le fond, jouait un peu avec les recherches scientifiques pour dire « Ben, les Lincolniens, tant que c'est pas si pire que ça, blablabla. » Puis c'était un lanceur d'alerte, puis il a perdu sa job. Puis après, il a retrouvé sa job. Mais pour moi, c'était comme un peu un héros parce que c'était comme un monsieur fonctionnaire du MAPAC depuis des années. Puis lui, il était comme « Non, savez-vous quoi, ça suffit. » Puis il est sorti, puis il l'a dit. Puis c'est pas rien que ça. Puis il a sorti un livre aussi récemment, Louis Robert. Je l'ai pas lu encore, mais j'aimerais ça le recevoir. Fait qu'on a fait une saison des Amis des Vers de Terre, la première année. On a fait 8 épisodes. C'est sorti le jour de la Terre. L'année passée, j'ai fait 12 épisodes parce que j'étais rendue avec une amie, maraîchère aussi. Fait qu'on a fait 12 épisodes. Puis là, on recommence la saison 3 là, cet hiver. C'est aussi ce qui arrive, c'est que les vendeurs de semences, c'est eux autres qui disent les normes en même temps. C'est comme... Ben oui, Bayers puis Monsanto, genre, ils disent aux États, genre, « Ah, non, faites pas de législation là-dessus. » Puis ils sont tellement big. Mais ça me crée de l'espoir parce que, genre, ça va venir de la base. Il y en a, tu sais, comme le gros sujet du podcast, finalement, c'est l'agriculture régénératrice. Comment on peut faire pousser de la bouffe pour régénérer nos sols, régénérer nos forêts, puis pas juste arrêter de nuire, mais juste comme réparer ce qu'on a cassé. Puis ça crée beaucoup d'espoir, d'être dans un champ, un ancien champ de maïs, mettons, qui a été récupéré, puis qui a été refertilisé avec du compost, puis qui a été restabilisé avec différentes méthodes et tout ça. Puis de savoir qu'on peut faire ça à grande échelle, même au Sahara, même chose avec des arbres, de replanter et tout ça. Tout n'est pas perdu, mais c'est sûr que si pendant ce temps-là... Mais mettons, Louis Robert, ça a donné des effets parce que là, ils viennent de déposer des lois sur les pesticides puis des choses comme ça, puis comme ça avance. Mais tu sais, ça avance à mini pas de tortue, là, mais... Quand même, je pensais pas que faire un podcast sur l'environnement, en général, c'est plutôt déprimant qu'autre chose. Mais, fait que j'ai fait ça, puis en même temps, vu que c'était la pandémie, j'ai fait un autre truc qui s'appelait le Pirate Podcast, parce que j'ai comme une petite boîte de prod qui s'appelle Pirate Production. Okay. C'est un peu sur le base, justement, de la piraterie, puis de pas trop respecter les règles, puis de un peu, genre, justement, militant et tout. Mais ça a comme, j'avais pas de ligne directrice, là. C'était plus, j'ai parlé à Coco, j'ai parlé à Colin, j'ai parlé à Mathieu Séguin, justement. L'épisode avec Mathieu Séguin de Sexe Illégal, on a eu juste des problèmes de son. Moi, j'avais des problèmes de son. Lui, il avait des problèmes de son. Il était comme, attends, je me déconnecte, puis je reviens. Puis là, finalement, j'ai mis de la petite musique d'ascenseur, puis je l'ai comme accusé dans le podcast. Mais ça s'en allait un peu nulle part. Mais j'aimerais ça en refaire des entrevues plus artistiques. Mais c'est justement, j'ai de la misère à choisir une affaire, moi, dans la vie. Ouais, j'aime tous les chapeaux, j'aime toutes les branches. Fait que là, j'essaie de trouver une espèce de concept de podcast où est-ce que je pourrais recevoir des humoristes, des musiciens, des journalistes, puis juste comme parler de l'art, parler de la société en général, mais en même temps, c'est trop vague. Des fois, je te comprends. Moi, l'exemple, c'est un peu ça, mon podcast. Pour ça, j'ai comme donné un nom tellement vague, le Rapcast, un podcast de moins d'une demi-heure, mais une fois, je peux parler de finances. Ouais. L'autre fois, je peux parler d'écologie. Ouais. L'autre fois, je peux parler... j'ai parlé de l'accident qu'Ali a eu chez nous. c'est tellement rien. Je parle du système de santé. Puis ouais. C'est comme une porte de sortie à... J'ai envie de parler de trop de choses. Puis je suis momentané. Quand je passe quelque chose, là, je passe sur l'écologie. Puis c'est pour ça, tu sais, justement, tous les documentaires que tu regardes, c'est disponible sur YouTube. Allez voir ça. Il y a tellement d'informations à avoir là-dessus. Là. Ah, mais j'en ai une autre bonne. Ça, j'ai une autre affaire. Puis si jamais il y a quelqu'un qui écoute ça à la maison, je sais pas si ça va sortir quand, mais ça, je suis pognée avec ça sur mes disques durs. Puis Rad, je les ai contactés. Okay. Mais Rad, je les adore aussi. Je les aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'ils font vraiment du bon travail. Je les ai contactés ce printemps. Puis finalement, ils n'ont pas pu faire de piece là-dessus. Oui, il y en a fait, mais avec des journalistes qui étaient déjà en Colombie-Britannique. Puis là, la journaliste, elle vient de me réécrire parce qu'elle s'en va là-bas. J'ai fait un autre projet de podcast. Ça, c'était fucking malade. On peut parler de ça si tu veux. Ah ouais, ben ça s'appelle... En plus, si ça parle de Rad, il y a deux passions. Ça va s'appeler Biodiversité des tactiques, Biodiversity of Tactics. Puis je veux faire un podcast vraiment militant, mais genre aller sur le terrain avec des gens. Puis je suis allée en Colombie-Britannique, ça c'était vraiment financé de ma poche, là. Puis j'en pouvais plus, genre du confinement et tout. Puis je me suis fait une petite carte de presse, puis j'ai fait comme je suis journaliste, j'ai le droit. Puis je suis allée sur l'île de Vancouver rencontrer des gens qui défendent la dernière forêt, une des dernières forêts anciennes au Canada, les derniers arbres millénaires au Canada. J'ai rencontré le deuxième plus grand et plus vieux sapin de Douglas Fir au Canada. Attends, tu l'as rencontré? J'étais allée là. Vos noms et ouais, j'y ai parlé. Je mets comme dans... c'est quoi là, le film où est-ce qu'il connecte leur queue? J'ai connecté Avatar? mon front, là, Avatar. Là, j'étais comme, I'm here. Non, mais tu dis rencontrer parce que c'est pas juste des arbres. Ces arbres-là, ils étaient là avant que les colons arrivent en Amérique. Là. Oh oui.
Genre, puis ça, c'était vraiment fou, c'était vraiment le fun de faire ça. Puis après ça, je suis revenue, puis j'avais comme un contrat cet été, puis tout s'est emballé, puis j'ai pas eu le temps de faire la post-prod, puis le montage de ça, puis c'est juste dans des disques durs, puis je suis comme, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Parce que c'est à moitié en français, à moitié en anglais. En tout cas, j'ai pas trop pensé à mon concept avant de partir, là, j'étais juste genre, ah! Ben, sous-titres. Ouais, mais c'est tout audio. C'est pas filmé. Encore une fois, je partais toute Dieu. seule, moi. Fait que je partais avec mon Zoom, mon ordi, mes micros, puis j'étais sur le terrain. Puis en plus, tu sais, c'est de la désobéissance civile. Ces gens-là, ils défient une injonction. Fait qu'ils ont pas vraiment le droit. Fait que, tu sais, il y avait des questions d'anonymat aussi que juste audio, c'est plus safe. Puis vraiment, je suis convaincue que j'ai réussi à aller dans des zones avec ces gens-là vraiment deep parce qu'ils étaient pas filmés. Puis ils avaient un moment donné, ils oubliaient, tu sais, ben, tu sais, même ici, c'est pas trop envahissant, là, mais des fois, quand t'es filmé, t'as encore la conscience que t'es à la télé, fait que t'as comme un mur, puis... Mais là, c'était fou, tu sais, j'étais allée vraiment sur le camp de résistance, il y avait des barricades et tout, des gens masqués, puis ces gens-là, ils tiennent plusieurs forêts, ça s'appelle Fairy Creek, mais il y a plusieurs lieux depuis août 2020. Puis là, on est en octobre 2021, puis ils sont encore là. Il y a eu une injonction, il y a eu la police, ils ont fait des raids, puis à chaque fois, il y a des militants qui reviennent. Ils ont pris des autobus, puis ils ont bloqué, dans le fond, puis c'est comme une compagnie. Mais c'est affreux, tu sais, c'est une compagnie qui qui coupe des arbres anciens, là, des arbres, genre, qui ont des centaines d'années, là, puis ils sont tellement gros, là. Il y a des photos qui sont circulées que c'est comme, t'as genre le camion, puis t'as genre un arbre sur le camion, puis c'est tout, tu sais. C'est pas comme... replanté au fur et à mesure. Mais non, mais c'est fini, là. Regarde, ces forêts-là, il en reste à peu près 2% de toutes les forêts anciennes qu'il y avait au Canada. On a log 98% de ces espaces-là. Puis les 2% qui restent, ça prend tout pour les... Puis même le gouvernement de la Colombie-Britannique a dit qu'il allait les protéger. Puis finalement, ils s'en calissent. Mais... Fait que ça j'aimerais vraiment ça, faire ça plus dans... Tu sais, aller vraiment... J'avais rencontré il y a quelques années des gens qui s'appellent Appalachians Against Pipelines. Puis eux, ils construisent pareil, genre des grosses structures en bois sur des routes où est-ce qu'ils vont construire des pipelines. Puis ils vont juste crisser ça dans la route avec des anchors. Genre, ils prennent des gros câbles puis ils mettent ça dans la route. Puis pour que les camions passent, il faut que les camions, ils pètent la structure puis ils mettent un humain sur la structure qui vit là. Fait que là, ça bloque la construction. Mais tu sais, avec un humain sur une plateforme, tu peux bloquer la construction d'un pipeline pendant des mois. Puis après ça, les trucs légaux, puis etc., etc. Puis moi, j'étais comme, oh man, imagine emmener une enregistreuse, genre, là-haut, puis faire un podcast là-haut avec ces gens-là, genre, qui passent des mois parmi, genre, les oiseaux, puis les mouettes, puis les papillons pour, genre, protéger. En tout cas, moi, ça m'a toujours fascinée. Puis je me dis, s'il y a une affaire du genre, là, tu sais, s'il y a comme un gros projet qui éclate, puis genre, tu sais, comme moi, vous me perdez, là, c'est sûr, je m'en vais vivre dans les arbres, là. C'est sûr, là. C'est genre, these people are my people, puis j'aimerais ça mettre en place, tu sais, prendre le temps de mettre en place justement une structure pour pouvoir, comme, avoir l'impression de faire concrètement une différence. Oui, mais c'est parce que là, tu sais, le podcast, pour l'instant, je le monte petit à petit, puis je le mets sur mon Patreon où est-ce qu'on a comme 30 personnes, mais tu sais, moi, je voudrais que ces paroles-là, ils rayonnent. Fait que c'est pour ça que je parle à rad, parce que, tu sais, je pourrais pas le mettre sur audio parce que c'est en anglais, mais tu sais, j'aimerais ça avoir un diffuseur. Pas pour le cash, là, je m'en fous, mais tu sais, s'ils pouvaient me rembourser le prix de mon voyage, parce que moi, c'était tout sur mon bras, mais c'est juste pour que ces histoires-là, elles se rendent à d'autres gens, parce que juste moi, pour l'instant, avec mon petit réseau, ça va, mais j'aimerais vraiment ça que plus de gens puissent aient accès à cette histoire-là. Mais qui sait, en tout cas, peut-être que j'y retournerai ou peut-être que je vais aller à d'autres lieux. Tu sais, je sais qu'en Europe, il y a plein des résistances contre des mines puis des affaires de même. Puis ça, j'aimerais vraiment ça aller faire. Puis je trouve le podcast, c'est un bon... contre des mines. Mettons, il y a une grosse mine de charbon en Allemagne qui est genre la plus grosse mine. Puis à chaque année, ils font une action qui s'appelle Ende Gelände. Puis c'est genre des milliers de gens qui sont comme organisés un peu comme une main, là, puis là, sont comme organisés en régiment, là, quasiment comme l'armée, là. Puis ils ont comme des gros sauts blancs, là, un peu Ghostbusters, là, genre des gros trucs pour pas se salir, là. Puis, mais ça aide avec l'anonymat aussi, là, si tout le monde est habillé pareil, c'est plus dur de cibler des gens dans la foule. Puis ils font des grosses actions où est-ce qu'ils envahissent, c'est ça, les nouveaux projets de développement, puis ils essayent de bloquer, puis évidemment, la police arrive. Puis c'est un peu tout le temps se battre contre la police, là, mais comme hier. Non, hier, on s'est pas battu, on a juste espéré qu'ils se tournent pas le café, puis finalement, tout s'est bien passé. On était spectateurs. Ouais. Mais, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est le genre de podcast que j'aimerais faire qui sont vraiment très rad, là. Puis là, vous comprenez peut-être pourquoi mon nom d'artiste, c'est Radicaliste. Parce que c'est ça. Moi, je viens du milieu plus mouvements sociaux, actions sociales, etc. Puis l'art, c'est comme une manière pour moi de faire passer ces messages-là, mais genre avec de l'humour. Tu sais, je dis tout le temps depuis le début que moi, je veux faire rire des gars misogynes avec mes jokes féministes. Genre, quand je vais réussir à faire ça, je vais avoir réussi. Je vais être comme... Je suis capable d'écrire des bonnes jokes. Ça part de où, mettons, le fait... Tu sais, je veux pas dire de se radicaliser, mais un peu. Parce que 2012. moi, je suis quelqu'un qui se radicalise de plus en plus depuis la pandémie. Je m'en rends compte, puis justement, tu sais, j'ai tellement écouté de contenu réel, puis tout ça, puis je pose des actions dans ma vie à moi. Je chale pas le monde avec ça. Ouais. Mais tu sais,
dans mes opinions, je me radicalise de plus en plus par rapport au temps à plein de sujets. C'est tellement vaste. Il y a eu beaucoup de mouvements sociaux intéressants dans les dernières années. Là, juste Black Lives Matter, je pense que ça a eu un gros impact. C'est un des déclencheurs. I Don't Know More, tous les blocages qu'il y a eu des Premières Nations aussi. Je pense qu'il y a des gens... Entre autres, j'imagine les médias sociaux permettent à donner de la voix, des voix à des gens qui en avaient vraiment besoin. Mais 2012, parce que j'étais un petit bébé, là, moi, j'avais 17 ans, j'arrivais de la campagne. Ma mère, c'est quand même... Elle l'est plus, mais elle a été conseillère municipale pendant longtemps. Elle était comme impliquée quand même dans notre village, mais impliquée dans les trucs écologistes depuis longtemps. Ma grand-mère, elle allait aider à sortir des oiseaux puis des pélicans quand il y avait des marées noires en France. Là, elle habite en Bretagne, puis il y a eu des bateaux, des marées noires, là, du pétrole dans l'eau, puis c'est ça, des déversements. Puis elle allait comme sauver les oiseaux, puis les affaires de même. Fait que ça rentre dans ma famille depuis longtemps. Mais moi, puis ma mère, mes parents m'ont amené au Sommet des Amériques en 2000. Fait que grosse manif qui a crissement dégénéré dans le vieux Québec. C'était l'ALENA, c'était genre un peu comme le G7, le grosse affaire. Puis nous autres, on était dans le contingent famille. Puis moi, je me rappelle, j'ai retrouvé une photo récemment. Si vous allez voir sur mon Instagram, il y a comme une photo, c'est l'affiche du show qu'on a fait pour ma fête. C'est comme moi avec une petite trompette, puis j'ai genre un chapeau en chenille fait en coquille d'œuf. Pas en coquille d'œuf, mais en boîte d'œuf. En tout cas, c'est vraiment festif, tu sais. Puis on s'est fait ramasser par la police. Là, j'ai des souvenirs, j'avais 5 ans, je pense, puis j'ai des souvenirs de mon père qui il met ses lunettes de soleil, puis il me met dans son chandail, puis on était dans un parc, puis il y avait genre l'anti-émeute qui arrivait. Puis c'était comme flou un peu dans ma tête, mais... Fait que c'est ça. Ça rentre dans ma famille, mais c'était très calme, mon adolescence, puis mon enfance. Là, j'étais comme une petite Miss Parfaite. Ouais. Puis c'est ça, j'allais à l'école internationale, puis j'avais des bonnes notes, puis j'étais comme la petite fille modèle. L'étude internationale ou... Le PEI, là? C'est ça, à Farnham. On les salue. Et je faisais pas d'impro, je faisais pas de rien. Puis j'étais allée, mais quand même, j'étais allée au cégep du Vieux, fait que j'ai quand même choisi mon allégeance, disons. Puis la grève s'est déclenchée cet hiver-là, puis ça a changé ma vie, là. Du jour au lendemain, j'étais comme de étudiante modèle à genre ennemie de la société numéro 1, là, alors que genre, on essayait juste de militer pour que l'école soit accessible pour tout le monde. Puis on s'est fait complètement démoniser dans les médias. Tu sais, comme j'en parlais récemment, se battre contre la police quand t'as 17 ans, c'est fucked up. Là. Genre voir des messieurs avec des guns, puis des boucliers, puis des matraques, qui, comme avec un ton agressif, puis tu sens que comme s'ils pouvaient, ils te frapperaient, puis t'es juste genre, mais voyons, gang, genre comme... Tu sais, c'est vraiment surréaliste, c'est vraiment bizarre, puis c'est extrêmement addictif, là. Genre, plus t'en fais, puis plus tu manifestes, plus tu deviens bon, puis tu t'enfuis, puis là, la police te court après, puis là, ils te pognent pas, puis là, t'es comme ah, puis là... on s'entend, t'as une décharge d'adrénaline. C'est clair. En plus de... Clairement, j'étais sur un gros high, là, genre, pendant 6 mois. Puis, mais après, tu retournes chez toi, puis tu regardes les médias, puis t'es comme ah, quoi? Voir que c'est comme genre voir que c'est ça que vous racontez. On était comme 5000 genre totalement pacifistes, il y a 2 niaiseux qui pètent des choses, puis première photo de la presse, c'est genre des grosses poubelles en feu, t'es comme de quoi, genre, puis tu sais, en tout cas ça c'était extrêmement violent. Fait que là ça te radicalise aussi de genre OK, mais comme tout ça là, la politique, Jean Charest, la police, la presse sont tous dans le même game là, sont tous ensemble là, ils veillent plus ou moins, c'est pas mal le même message là. Puis tu sais vers la fin un moment donné, les gens ont embarqué avec les casseroles, puis les médias, un moment donné, ont fait comme, OK, là, le gouvernement, il s'obstine un peu pour crisser la merde, là, tu sais, je veux dire, le coup de Victoriaville avec la SQ, puis les bombes, puis, tu sais, les gens qui perdent des yeux, puis tout là, le monde a commencé à faire comme, ouf, surtout OK, tu sais. Faut se rappeler que, tu sais, les gens étaient en colère, de la situation, tout simplement, les manifestations, ça nuisait à leur train-train quotidien, mais c'est que, il y a beaucoup de monde qui avait même pas 18 ans, là-dedans, là. Ben oui, on était des enfants. Tu sais, moi, je me rappelle de, justement, on manifestait, puis il y avait genre les anti-émeutes fixés, comme le casque, le bouclier, le machin, puis tu peux voir les yeux quand même, puis tu sais, je me rappelais d'être comme, mais vous avez pas des enfants, vous autres, genre, vous avez pas des kids, là, comment ça, vous, tu sais, en tout cas, c'était complètement fou. Fait que ça m'a vraiment, vraiment radicalisé pour la police, pour le gouvernement, pour tout, là. Tu sais, je veux dire, au cégep, à ce moment-là, j'avais genre pris ma carte du PQ parce que je voulais pas, genre, que Pierre-Carl Péladeau soit élu, fait que je voulais voter pour Jean-Alexandre Cloutier, là, qui était comme ben hot, là, en 2012, puis tout. Fait que j'étais quelqu'un d'assez modéré, là, dans les faits, là, puis c'est ça, 2012, ça m'a vraiment... le fait de physiquement
concrètement se battre. Puis, tu sais, quand je dis se battre, c'est genre la police te fonce dessus, puis comme tu t'enfuis, mais tu essaies de te rattraper avec tes amis, puis tu pensais jamais commettre des affaires violentes dans la vie, puis là, un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive, qui est comme, voulez-vous des œufs, puis t'es comme, ben, tu sais quoi, ça fait 4 mois que je me fais, genre, lancer des grenades, puis du gaz, genre, oui, je vais lancer un œuf, là, genre, tu sais, puis ben, après ça, t'arrives à Victoriaville, puis c'est comme, tu veux-tu une boule de billard, puis t'es comme, ouais, non, quand même pas, là, je veux pas blesser des gens dans nos trucs, mais à Victoriaville, tu sais, je me rappelle, il y avait des gens, il y avait un gars par terre qui avait du sang, genre, qui coulait de sa tête, puis il y avait de la boucane partout, puis il y avait des hélicos qui étaient super bas, qui faisaient redescendre le gaz lacrymogène sur nous, puis là, il y avait l'ambulance, puis là, la police a bloqué l'ambulance, puis l'ambulance pouvait pas venir chercher le gars à terre, genre, puis j'étais comme, OK, c'est la guerre, là. Genre, ça n'a pas rapport, là. Cette fois-là, j'ai appelé ma mère après. Moi, j'étais chanceuse, j'étais dans les autobus des syndicats des profs, puisque mon amie, sa mère était prof, fait qu'on avait embarqué. Puis les autobus de manifestants se sont fait arrêter, là, cette fois-là, en plus. Puis j'avais appelé ma mère pour dire, là, maman, je sais pas ce que t'as vu dans les médias, mais je voulais juste dire que je suis correcte. Mais comme, de quoi t'es correcte? C'est sûr t'es correcte? Pourquoi tu me dis ça? T'es où? Je suis comme, ben, j'étais à Victoriaville. Puis elle était comme, quoi? Puis là, elle était super comme, comment ça, tu t'en vas là? Blablabla. Elle s'inquiétait pour moi. Moi, je comprends. c'est clair. Ah non, j'aurais pas dû. C'était zéro rassurant, le fait de l'avoir appelé. Mais ouais, fait que 2012, puis après ça, j'ai fait ben après ça, il y a eu pas longtemps, on s'en souvient pas très bien, mais moi, j'ai commencé mon bac en travail social, puis en 2014, il y a eu le mouvement Agression non dénoncée. Puis c'est comme le début de MeToo, là, c'était comme avant MeToo, mais c'est ça, il y avait une journaliste de CBC qui avait fait un article en disant, ben moi aussi, j'ai vécu une agression, puis je l'ai pas dénoncée, puis là, il y a comme plein de femmes qui disaient, ben, tu sais, toutes ces femmes, pour toutes ces raisons, ont pas dénoncé, puis tu peux pas juste dire à quelqu'un, pas beaucoup de pas dénoncer, comme, c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis c'était quand même le pré-MeToo, là, c'était en 2014, il y en a eu en 2015, il y en a eu en 2016, puis en 2017, ça a comme pété. Puis moi, je commençais mon bac à ce moment-là, puis j'avais un cours d'études, ça s'appelait sexe, genre et orientation sexuelle, ou je sais pas trop, pour nous parler de comment intervenir dans ces contextes-là en tant que travailleuse sociale. Puis ça m'avait beaucoup, côté féministe, là, ça m'avait genre, ouvert les yeux sur beaucoup de trucs. Déchaîné un peu, si on veut. Ouais. Puis l'espèce de, genre, pont entre les connaissances académiques, puis tu sais, le corpus en études féministes, ça commence à être sérieux, là, ça commence à être 40, 50, 60 ans de femmes puis de féministes qui écrivent des affaires, tu sais, fait que t'as accès à des livres, tu sais, mettons, si tu veux te plonger là-dedans, tu peux avoir du fun pendant longtemps. Mais ça faisait tellement un bridge avec les expériences qu'on vivait, puis tu sais, en travail social, c'était comme 85% de femmes, puis genre 10% de gars gays. Fait que tu sais, qui partagent d'autres struggles aussi. Je dis pas que tous les hommes ou toutes les personnes queer sont féministes, mais mettons les oppressions de genre puis d'orientation sexuelle, ça se recoupe. Fait que ça faisait un pont avec ce qu'on vivait. Puis des fois, c'était des affaires bénins, tu sais, juste de les 4 calls ou les affaires de même. Tu sais, que jamais tu t'es dit, c'est une impression féministe jusqu'à temps que tu te mettes à penser au fait que, ben oui, quand tu marches dans la rue puis que des gens font des commentaires sur ton physique, ça donne un peu l'impression que toi, t'es juste à la disposition de tous puis que tout le monde peut commenter. Exact, c'est ça. Fait que ça m'a radicalisé sur ce plan-là aussi, que j'avais moins en 2012, mais je sais qu'il y a eu beaucoup, tu sais, dans les hautes sphères là, des militants. Tu sais, moi, mon côté féministe, c'est weird, je sais pas d'où c'est qui vient, mais pour vrai, je vendais de la drogue, je travaillais avec les motards, puis je disais à un else, hey, respecte le beau sexe. Ouais. Mais tu sais, pour moi, c'était à la blague, mais c'était sérieux, mais c'est comme. Tabarnak, tu sais, ça vient de faire ça. Ça vient de loin, man. Le patriarcat, ça vient de loin. Le beau sexe, c'est comme juste. Pourquoi est-ce que tu respectes pas? T'sais, ben, tu sais, je sais pas, mais si t'es un motard. C'est plus féministe de dire. Non, mais c'est bien de le dire, mais tu sais, si t'es un motard, ta manière de t'adresser, je connais rien là-dedans pour vrai. Je parle vraiment à travers. C'est le boys club par excellence. Exact. Fait que, mais je veux dire, j'ai écrit un numéro récemment que j'ai fait cet été au Parc Jory, puis je l'aime beaucoup ce numéro-là, puis je pense que ça va devenir un peu le début d'un genre de morceau de show ou quelque chose sur la masculinité fragile, puis sur le livre For the Love of Men, pour l'amour des hommes, de Liz Plank, qui est une journaliste, puis qui a écrit vraiment un livre sur la masculinité, mais vraiment beaucoup de compassion. T'sais, d'habitude, c'est les angry féministes, puis haïssent les hommes, puis là, c'est plus comme, yo, vous vivez, genre, l'empreinte du patriarcat, peut-être pas aussi durement, j'aime pas ça quand dire, là, les gars souffrent autant que les femmes, parce que c'est pas vrai, c'est pas les hommes qui se font assassiner, c'est pas les hommes qui manquent de salaire, etc. Mais le poids du patriarcat, c'est l'oppression, c'est le contrôle, c'est le pouvoir. Fait que si t'es un motard pis que t'as l'habitude d'avoir du contrôle puis du pouvoir, je pense pas qu'il parle, tu sais, peut-être qu'il parle différemment aux autres hommes, tu sais, que peut-être qu'il y a comme pour les femmes, il y a comme une échelle de plus, mais c'est sûrement pas la personne avec le plus d'empathie
puis de contrôle sur ses émotions, puis de, je sais pas, il y a peut-être des moteurs fucking fins, puis thérapeutes, mais... Mais pour vrai, des fois, on est surpris de découvrir J'en doute pas. Pour vrai, que cette personne-là est dans tel milieu. Mais, tu sais, il y a des degrés comme dans tout. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que si déjà à la base, ton métier, c'est genre d'avoir du pouvoir puis du contrôle sur les gens via l'argent et la drogue et le gun, ben mais les guns, genre, ça me surprend pas tant que ça non plus que t'es pas en train de respecter les femmes. Mais en tout cas, ça pourrait, là. Mais en tout cas, bref, je comprends ce que tu veux dire. Mais ça vient de loin. Ça vient de fucking loin. Puis... mais ça, c'est la beauté de l'humour. Puis là, peut-être, en tout cas, on a pris un virage vers les vers de terre. Puis je sais pas quoi, mais on peut retourner à l'humour un peu, mais... Si t'avais des plugs à faire, on serait proche de l'heure, là. On serait proche de l'heure? Ça passe très, très vite. OK, je pensais que le 50 minutes, ça voulait dire qu'il reste 50 minutes. J'étais comme, tabarouette, il en reste donc ben non, ça fait 50 minutes. Non, c'est ça. Si j'ai des plugs à faire, ben c'est sûr, le Snowflake Comedy Club, là, on repart en grande pompe. On est là toutes les 3 semaines. Là, c'est pas clair encore parce que l'orbite, ils étaient très occupés, mais on va tomber bientôt avec un horaire un peu plus régulier. Là, à date, ça s'enligne pour être les samedis soirs, mais bon, comptez-moi pas là-dessus, mais allez voir la page du Snowflake Comedy Club sur Facebook, sur Instagram. Moi, ça se peut que je parte au mois de janvier pour quelques mois en vacances. Fait que venez avant ça si vous voulez me voir, mais sinon, il va y avoir plein de monde nice. Ma page Instagram, c'est le nom de mon premier projet de film. C'est Pills, P-I-L-L-S film, Okay. Pills Film, parce que j'ai fait un film qui s'appelait Pills, puis en tout cas, on aurait pu parler de ça. Fait que j'ai jamais changé mon Instagram parce que je suis vierge. Regarde, on s'en refera un On podcast. s'en fera un podcast. Puis sur Facebook, c'est Radicaliste Humoriste, mais ma page Facebook est un peu dead, là. J'en prends pas très bien soin. Moi, je prends soin de beaucoup de pages dans la vie, là. Ouais. J'ai genre la page de Pirate Prod, j'ai comme la page justement du podcast, ma page de film, ma page personnelle, la page de Snowflake. Fait qu'à un moment donné, j'en perds des bouts, là. Je suis pas super bonne là-dessus. Mais ça serait ça, mes plugs. Puis si le contenu écolo, non, vous intéresse, ben les Amis des Vers de Terre, ça recommence cet hiver. Peut-être que je vais justement avoir des agriculteurs européens, parce que je m'en vais dans ce coin-là. Fait que des vignobles en Italie ou je sais pas. On rêve. Ouais, moi, je vous dis, honnêtement, j'ai envie de rajouter une plug. Oui. C'est très, très important dans la vie de... C'est quoi que je fais depuis des années, de tout le temps apprendre, de jamais arrêter d'apprendre. Ouais. Puis se renseigner sur le monde qui vous entoure, puis sur les problèmes de société. Pas devenir des convaincus, puis tu sais, j'en parle pas souvent, tu sais, je me dis, je suis radical dans mes opinions, mais là, j'en profite, c'est comme de toujours être au courant de ce qui se passe, toujours apprendre même des choses pour votre vie personnelle, des choses du style, tu sais, regarde, j'ai appris la bourse cette année. Continuez d'apprendre tout le temps. Oui, puis l'idée de venir à une soirée Safer Space aussi, je pense que les gens pensent que les woke, puis tu sais, les snowflakes, puis les gens un peu rades, ils vont comme vous juger parce que vous n'êtes pas rendu là. Mais genre, c'est pas ça. C'est juste comme un moment donné, t'apprends des nouvelles théories, t'apprends les théories de genre, t'apprends les pronoms, t'apprends ces affaires-là. Puis avant, tu le connaissais pas, puis tu faisais des erreurs. Puis maintenant, tu le connais, puis t'en fais moins. Puis genre, it's fine, c'est correct, là. Puis c'est la même affaire sur le féminisme, c'est la même affaire sur l'environnement, là. Genre, moi, hier, j'étais, genre, spoiler alert, là, j'avais fucking faim, puis je m'étais pas bien alimentée. Puis genre, moi, puis ça compte aller au AW, OK? Puis on a pas demandé de paille, mais il y avait quand même, c'était quand même du fast-food, puis on a quand même crissé des affaires aux poubelles, puis à un moment donné, il faut que t'en reviennes. Fait que genre, personne n'est parfait, mais de venir au Snowflake ou d'aller voir genre des humoristes qui font des affaires un peu différentes que d'habitude, c'est une bonne manière de t'ouvrir la porte. Normalement, je ne bois jamais de l'eau embouteillée. Là, je suis sur la route, puis bon, je fais une erreur, je bois de l'eau embouteillée depuis 2 jours. Mais moi, sur mon contrat, il fallait que déçu. j'aille acheter des paquets de bouteilles d'eau en plastique, puis j'étais juste genre... Ah ouais. Mais genre, il fallait. Mais sur mon tournage à moi, par exemple, pas de bouteilles d'eau en plastique, puis on a loué des tasses consignables qu'on peut ramener après. Fait que, tu sais, comme, les petits pas, on essaie des affaires. Mais non, faut pas shamer le monde, ça sert à rien. Non, Faut pas cancel le monde aussi, genre... Tu sais, en tout cas... Ben, des fois, oui, mais... Mais des fois, oui, mais dans le faut sens doser, que, genre, c'est pas une... C'est comme la liste. Genre, cancel du monde fucking toxique, fine, tant mieux, c'est un premier step. Ben, c'est quoi ton plan avec? C'est quoi ton plan après ça, là? Ouais. Tu sais, comme... Moi, ce qui m'intéresse, puis ça serait vraiment un autre sujet pour un autre podcast, mais tu sais, comme, avec toute la liste, puis avec tous les hommes toxiques dans le milieu, tu sais, Mathieu, il y a une vraiment bonne joke là-dessus sur les prédateurs, puis les stars, puis les vedettes, puis les musiciens, mais... Moi, ce qui m'intéresse, puis ça, c'est le côté travailleur social, mais c'est comme, c'est quoi les options de réhabilitation? Tu sais, ces personnes-là, on les perd pour toujours, là. Julien Lacroix, il reviendra jamais, là. J'en doute. Ben, Fait ouais, il va on- se passer quelque chose à un moment donné, mais quoi? Ben, c'est ça, mais c'est quoi en tant que société qu'on a... J'ai l'impression Ben, tu sais, qu'on Pierre s'est Morin tellement... est revenu beaucoup trop vite. Ah ouais, donc ça, c'était absurde, mais... Tu sais, parce que ça, c'est parce qu'elle avait les trop de extrêmes, là. Ça, c'est parce qu'elle avait trop de pouvoir à la base, mais je veux dire, comment dire, la réhabilitation, puis tu sais, ces personnes-là, en tout cas, je sais pas. Peut-être qu'on s'en va regarde, dans un gros débat. On le gardera pour la prochaine fois. La prochaine fois, on s'en reprend. Si tu veux soutenir de l'Association des traumatisés cérébro-crâniens, Centre du Québec, Mauricie, c'est facile. assotcc.org.
Tu cliques sur le lien, puis la bannière, tu peux l'écrire sur Google, assotcc.org. Tu peux Asso? mettre les liens. Ouais, ASSOTCC.org. Parfait. Puis si tu as eu un TCC toi-même, ben viens-t'en. On va t'accueillir à bras ouverts. Sur ce, un mot de la fin? Oui, mon mot de la fin, c'est de booker plus de femmes sur vos soirées d'humour. Puis si vous êtes des spectateurs d'humour, puis comme vous l'êtes sûrement, ben allez voir vos bookers, puis allez leur dire, allez donner des noms de femmes que vous trouvez drôles. Il y en a plein. Il y a le Women's Planning Show. Il y a plein de shows de femmes où est-ce que vous pouvez aller découvrir des femmes en humour. Puis c'est pas vrai qu'il y en a pas, puis c'est pas une bonne excuse. Genre, il y a pas de bonne excuse pour pas booker plus qu'une fille sur chacun de vos shows. Puis nous, au Snowflake, c'est toujours paritaire. Fait qu'il y a toujours égal. Fait que ça serait ça mon mot de la fin. Merci de m'avoir invité. Que tabarouette, ça a passé tellement vite. Ça fait plaisir, puis tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine.